Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous comme à toutes les semaines en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowo à, croyez-le ou non, 48 heures du lancement de la 10e campagne du 11 montréalais en MLS. On va en parler parce qu'au sud de la frontière, on pense pas grand-chose de cette édition 2021 du CF Montréal. On va revenir sur la Ligue des champions en Europe. On connaît maintenant les demi-finalistes et on répondra à vos questions posé sur Twitter avec le hashtag LDSF au cours des dernières heures. Ça, ce sera dans notre segment Sujet chaud. Mais d'abord, les gars, comment ça va? 48 heures, êtes-vous fébrile un peu pour ce début de saison? Ah, on a, Ah, ouais, on a un petit peu envie que ça commence là, parce qu'on a beaucoup parlé, quoi. On a beaucoup on a parlé. hâte. La vérité, c'est qu'on a beaucoup trop parlé de l'image de marque. On en a soupé. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une chronique là, en ce moment qui va paraître bientôt, aujourd'hui ou demain sur le rds.ca. On veut parler de ballon. Et on n'a pas été capable de le faire lors des matchs préparatoires parce que ça, c'était des matchs à huis clos. Dans les circonstances, sachant qu'il y a seulement 2 matchs préparatoires, je suis prêt à accepter. S'il y en avait eu 5 à huis clos, là, ça aurait passé de travers à mon sens. Mais bref, on a très hâte de regarder ce match-là samedi après-midi face au Toronto FC. Mes premières questions, on va commencer avec notre segment à domicile. Sid, c'est quoi qui se passe là, avec les analystes, les experts de MLS? Est-ce que le CF Montréal continue d'être le mouton noir mécompris, club canadien dans une province francophone qu'on suit peut-être un peu du coin de l'œil? Ou est-ce que les experts de MLS qui placent le CF Montréal 27e sur 27 équipes dans leur Power Rankings ont compris quelque chose puis visent plutôt juste? Un peu des deux, un peu des deux. Je pense que c'est certain que l'intérêt porté au CF Montréal de la part des chroniqueurs américains de MLS Soccer est sûrement plus faible qu'il n'est pour un club average américain. Ça c'est certain. Maintenant, ils ont quand même pas mal d'arguments dans leur poche. C'est un club qui a fait de nombreux recrutements, qui a fait peu de recrutements intra-ligue, donc on a des joueurs sur lesquels on a beaucoup d'interrogations sur la capacité à performer en MLS. Beaucoup de changements, tu perds ton entraîneur-chef voilà, à une semaine du camp d'entraînement. C'est certain que tu as beaucoup d'éléments, puisqu'historiquement aussi, il faut quand même dire que il y a dernière saison de Biello, il y a les deux de Rémi Garde, il y a celle de Thierry Henry qui était prometteuse, mais bon, difficile aussi. Il y a quand même historiquement beaucoup d'éléments qui font en sorte que pas t'as une vision du verre à moitié vide et non à moitié plein du côté des experts de la ligue. Je pense qu'ils sont un peu sévères, mais même s'il faut bien un dernier, mais je pense qu'ils sont un peu sévères lorsque quand même tu vois le travail qui a été fait par Chicago ou d'autres équipes qui sont pas non plus qui n'ont pas non plus fait grand chose, mais qui ont pour une raison qui est peut-être un petit peu celle que tu dis de l'éloignement, ils ont un bénéfice du doute que n'a pas encore le CF Montréal. Oui, parce que de l'extérieur, moi, je peux comprendre. Tu sais, il y a même, et je dis de l'extérieur, là, je parle même pas des États-Unis ici. On en a parlé des fois dans le milieu du soccer au Québec. On suit un peu de, comme je le disais, du coin de l'œil, ce qui se passe avec le 11 montréalais, puis on se dit, ah, bon, c'est encore le même truc. Quand on le suit de très près comme nous, on voit qu'il y a des changements majeurs dans la cohérence du recrutement, par exemple, qui a été fait dans le choix de Wilfrid Nancy plutôt que d'y aller d'un gros nom, comme on l'avait fait avec Rémi Garde, comme on l'avait fait avec Thierry Henry. Mais quand tu regardes un peu plus loin, tu te dis, oh, encore un paquet de nouveaux joueurs, là, probablement que ça va donner les mêmes résultats, puis surtout des matchs un peu ternes. Et ça, pour moi, en début de saison, c'est la première chose qu'il faut que tu changes. Oui, ça a été un peu mieux sur la fin de campagne avec Thierry Henry en 2020, mais de manière générale, là, pas une équipe qui était particulièrement excitante à surveiller. C'était certainement pas une équipe excitante sur les 2 saisons de Rémi Garde. Et si tu es capable d'offrir un produit qui fait faire, à commencer par les supporters du CF Montréal, mais ailleurs dans la Ligue, attends, là, si tu as 2, 3 matchs là, qui sont vraiment excitants d'ici la fin du mois de mai, là, j'ai l'impression que le narratif pourrait changer un peu. Mais ça, ben, il faut le produire sur le terrain avec un paquet de nouveaux joueurs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Chose certaine, Jean, là, tu as un Wilfrid Nancy qui n'a pas fait un speech d'avant-match depuis quoi? Depuis 7 ans, parce qu'il est adjoint Yeah. depuis 6 campagnes. La dernière fois qu'il l'a fait, c'était avec des équipes de jeunes à l'académie. On s'entend que la première affaire qui embarque sur ton petit tableau blanc, là, c'est le Power Ranking qui met ton équipe 27e, puis tu dis, bon, les boys, allez-y, let's go, c'est Toronto en face.
Ouais, ouais, clairement. Clairement, certain que ça va être une façon aussi d'essayer de motiver un petit peu tout le monde. Je rejoins pas mal Sid dans son analyse là-dessus. Je suis pas particulièrement d'accord avec la façon de classer les équipes. Et à mon avis, ce power ranking, hein, ne prend pas en compte un certain nombre de choses et au contraire met l'accent même sur on connaît pas. Hey, Within, c'est pour la plupart des gens qui regardent ça de l'extérieur, pas connu. Une partie du recrutement, pas particulièrement connue. Et effectivement, ça manque un petit peu du regard pointu qui est de voir comment ce recrutement a été fait, pour combler quelle demande, quelle situation. Et en le regardant avec le même angle qu'on a, nous, beaucoup plus proche, ça a beaucoup plus de sens et je dirais que pour nous, ça semble beaucoup plus logique et certainement porteur de choses un peu plus intéressantes. Alors oui, pour débuter la saison, oui, tu dis, regarde, bon ben voilà, nous, on sait exactement ce qu'on vaut, on sait on connaît le travail qu'on a fait à maintenant. C'est solide comme entame, hein, clairement, face à Toronto, qui déjà a des matchs de compétition dans les jambes, avec bon, certaines nuances, tenant compte du fait qu'il y a plusieurs gens qui sont indisponibles du côté de Toronto, et on attend de voir aussi. C'est pas une équipe qui est à 100% actuellement de ses capacités, Non. mais il est certain que ça va être une première façon de se jauger. De se jauger, oui, dans le résultat, parce qu'au bout du compte, on va parler du résultat, mais ça va être aussi une façon de se jauger dans le jeu et dans l'envie. Parce que ce sont des choses qu'on attend de voir depuis l'automne dernier, en fait. Quelle envie cette équipe va nous montrer et quels moyens elle va avoir de concrétiser cette envie. Oui, et j'espère que, là, je comprends là, qu'il faut avoir de l'envie, mais ça, c'est la base. Là. C'est comme demander à un gars qui travaille sur la construction, ça te prend un marteau pour aller travailler. Là. On est d'accord, mais si tu n'as pas ça en partant, je veux dire, on ne peut pas passer 6 mois à parler d'envie. Je comprends qu'Henri, l'année passée, c'était la première chose qu'il voulait. Ça faisait partie de ses valeurs profondes et c'est tout à fait correct. Mais à un moment donné, là, tu veux voir la réussite dans le jeu, tu veux voir des idées, tu veux voir du flair, tu veux voir de la prise de risque aussi. Et moi, personnellement, c'est ça que je vais surveiller avec beaucoup d'intérêt sur le début de saison. Ce que je retiens, les gars, de vos commentaires, c'est le bénéfice du doute. Et vous savez quoi? Je suis correct avec ça, moi. Parce que je ne suis pas certain que les dernières saisons méritent qu'on donne le bénéfice du doute au CF Montréal. Puis ce bénéfice du doute-là, que ce soit ici, avec plusieurs supporters, il ne faut pas l'oublier, qui sont encore froissés après le changement d'image de marque, et à l'extérieur, avec des gens aux États-Unis, par exemple, peut-être ailleurs sur la planète aussi, qui regardent le CF Montréal opérer et qui disent bof, on a déjà vu cette histoire-là, puis ça a mal viré. C'est une équipe qui n'a pas vraiment fait les séries. L'année passée, oui, mais c'est parce que c'était à 10 équipes. Et c'est correct. Pour la première fois, tu es obligé de convaincre tout le monde. Tu ne peux pas te réfugier derrière un narratif de ben, on est maltraité. Ou... Le club s'est mis la pression sur lui-même et je pense que c'est productif, ça, à quelque part. Si tout le monde est capable de se mettre derrière cette mission-là, de convaincre le reste de la Ligue qu'on est capable de les battre, de nous faire attention, peut-être attendre quelques semaines pour ça, parce que ça peut peut-être te permettre d'aller chercher quelques points que tu n'irais pas chercher autrement, et de convaincre tes supporters aussi que toute cette histoire-là a valu la peine et que tu mets un produit sur le terrain que tu n'as pas mis depuis plusieurs années. Je pense que ça pourrait être une très bonne nouvelle. C'est la grande question. Ceci dit, maintenant qu'on est à 48 heures du début du match, Jean a un peu parlé du Toronto FC qui vient de passer à travers sa ronde de Ligue des champions. Est-ce que le CF Montréal est prêt pour le Toronto FC? Oui, oui, oui. Oui, bien des oui, parce que je trouve que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de blessés, qui a montré satisfaction aux yeux du coach dans ses matchs de préparation, qui, malgré de nombreux visages, a aussi un noyau de joueurs qui étaient là l'an passé, sur lequel le coach peut s'appuyer. Ils ont une envie, ils sont arrivés quand même depuis 2 semaines et demie du côté de la Floride. Ils savent c'est quoi
quoi qu'ils ont en phase 2. On parlera un petit peu de Toronto contre Club Leon. Mais non, sans dire que FC Montréal va terrasser Toronto, quoi que ce soit, du tout, non. Mais je crois qu'ils sont prêts. Ils me montrent en tout cas plusieurs signes d'une équipe qui est prête à remplir le défi. Et donc j'ai hâte aussi de, justement, encore une fois, la semaine passée je l'ai dit aussi, mais j'ai hâte à la conférence de presse de Wilfried Nancy qui aura lieu tantôt pour avoir encore plus d'éléments de réponse. Mais à mes yeux, ils sont prêts pour le défi de samedi. Oui. Prêt pour le défi de samedi et prêt pour, petite parenthèse, leur deuxième dose de vaccin aussi, parce qu'on a appris cette semaine que l'équipe a eu sa première dose le 9 avril. Presque tous les joueurs, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Vassili Krimanzidis, qui est l'adjoint au directeur sportif Olivier Renard, qui me disait presque tous les joueurs ont été vaccinés. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, là. Vous voyez le genre de conversation où ça peut mener. Il y a, c'est mon interprétation, certaines personnes qui ont refusé le vaccin ou qui ont choisi de ne pas le recevoir. Pour quelles raisons, on n'en a pas parlé. Qui exactement ça concerne, ça non plus, on n'en a pas parlé. Mais la deuxième dose serait prévue entre le deuxième et le troisième match. Puis là, sachant qu'on nous dit que tout le monde a bien réagi à la première dose, j'ai une expérience très limitée dans mes conversations avec des gens vaccinés, mais ce qu'on me dit, c'est que ça fesse à la première ou à la deuxième dose en fonction du type de vaccin, bref, de la compagnie qui produit ton vaccin. J'ai hâte de voir comment les joueurs vont réagir parce que si tu vaccines tout le monde en même temps pour ta deuxième dose et que tout le monde a bien réagi à la première, je ne sais pas, là, je suis loin d'être médecin, mais j'anticipe un petit one-two punch pour la deuxième. Ce qui est rassurant là-dedans, c'est que le club nous a dit que l'objectif, c'est de faire vacciner rapidement après le deuxième match pour qu'on soit le plus loin possible du troisième pour qu'évidemment, s'il y a des petits pépins ou de la récupération à avoir, ben, on sera en mesure d'y arriver à temps pour se préparer pour ce troisisième match-là. Jean, si on regarde ailleurs dans la MLS maintenant, est-ce que c'est l'année où tu as les LAFC, NYCFC, Toronto? Toronto, on se donnera une semaine de baisse si ça ne te dérange pas. Puis Seattle qui reviennent au top? Ouais, c'est un peu ce que je m'attends. Je t'avoue que l'année dernière a été marquée, entre autres choses, mais une des conséquences de la situation de l'année dernière, ça a été que la Ligue, d'une façon générale, a été extrêmement ouverte. On l'a vu avec le MLS is back et avec la saison un petit peu tronquée qu'on a vue après, qui a fait que personne n'a pu jouer complètement à fond de ses capacités, et en particulier les équipes qui avaient des très, très, très gros moyens. Moi, je m'attends cette année, étant donné que personne n'a pu faire de trop gros mouvements, qu'il y a quand même eu pas mal de limites dans les changements, dans l'évolution de chaque club. Je m'attends à ce que les grosses équipes, je m'entends par, on entend les deux de New York, les deux de Los Angeles, Seattle, Toronto, m'attends à ce qu'elles reviennent sur le devant. Et tu vois, en début de saison, là, à 48 heures du coup d'envoi, il y a déjà 2-3 équipes qui, à mon avis, ressortent. Et tu regardes Los Angeles FC, c'est difficile de ne pas en faire un des favoris, voire le favori de la saison actuellement, parce que tu as Carlos Vela, qui a manqué quasiment toute la saison, qui était le joueur majeur. On l'a vu dans leur parcours en Ligue des Champions CONCACAF, c'est vraiment le joueur majeur. Au moment où ils arrivent en série, tu as Rossi, tu as Rodriguez qui était indisponible, qui était blessé. Donc, ça les a énormément handicapés. À mon avis, ils n'auront pas tout ce genre de pépins-là. Eux, je les vois bien. Seattle, il s'est pas mal renforcé malgré la perte de Jordan Morris, qui est blessé là avec Swansea. Je pense que eux aussi vont franchir une coche, vont passer une coche au-dessus et revenir, parce que depuis quelques saisons, ils sont vraiment parmi les tops. Toronto, même chose. Là aussi, avec un petit bémol, considérant le nombre de joueurs qui ont été mis de côté avec la Covid. Mais je pense qu'ils vont être capables de revenir assez rapidement dans le rythme. Donc ouais, moi je m'attends un petit peu à ce que ces gros clubs-là, pour des gros effectifs, soient capables de mettre leur marque sur la saison. Oui, et parlant de mettre leur marque sur la saison, il y a un club pour lequel ce sera sa première saison. Les gars, je ne sais pas si vous avez vu les quelques entrevues données par Matthew McConaughey
le Minister of Culture du côté de Austin, qui est propriétaire et ministre de la Culture. Dit en français, je ne sais pas pour vous, mais ça sonne vraiment pas pareil. Tu as l'air en charge de quelque chose de complètement différent quand tu es ministre de la Culture du Austin FC ou Minister of Culture avec les grosses lunettes fumées, les cheveux lichés par en arrière, puis Matthew McConaughey qui est dans, je pense, un Winnebago. Il habite dans un Winnebago, lui, au Texas. Je comprends pas trop ce qui se passe. Yeah. Mais les gars, ce qui est fascinant, je ne sais pas si vous l'avez vu, ces entrevues-là, vous les avez vues. En gros, là, lui, il est responsable de l'ADN de la culture de l'entreprise, d'arrimer le sportif et le côté business et de s'assurer que cette équipe-là est un reflet de la ville. Je vous dis, là, c'est fascinant. Allez voir ça. En gros, il est en train de dire exactement ce qu'on nous a dit du côté du CF Montréal en justifiant le transfert d'identité de Impact à CF Montréal. Mais c'est tellement intéressant de voir à quel point, on s'entend là, c'est Matthew McConaughey. All right. Je veux dire, tu es un gars qui a un brand extraordinaire, qui a une capacité à communiquer qui est phénoménale. Je ne sais pas s'il est en mode acteur ou s'il est sincère, puis il est juste Matthew McConaughey quand il est en train de nous parler de ça. Mais moi, ça me convainc encore plus que le contenant, le rebrand, pas revenir là-dessus là encore parce qu'on veut parler de soccer, mais moi, j'y crois, mais tu as besoin... Ça, c'est le contenu. Tu as besoin que le contenant passe. Et ça m'a tellement marqué d'entendre. Matthew McConaughey explique que moi, quand je vois un match, là, je veux être capable de prendre une photo au-dessus du stade puis que ce soit à quelque part un reflet de la ville, que tu as la diversité, qu'on vive. C'est tous les mêmes principes qu'on a voulu mettre en place ici, mais quand lui l'explique, c'est comme si ça interpelle davantage. Est-ce que c'est la fraîcheur d'une nouvelle équipe qui n'a pas de bagage dans le passé? Ça, je pense que oui. C'était un job pas mal plus difficile de changer quelque chose qui existait déjà et de pivoter. Ceci dit, moi, ça me convainc davantage, puis on va terminer là-dessus, encore plus que tu as besoin de travailler sur la forme de ton message. C'est pas juste le fond, parce que le fond, tu pourrais justement dire, regardez, c'est la même affaire à Austin. C'est juste qu'il y a un bagage plus important à Montréal. Bref, ça va être intéressant de voir les prochaines sorties à ce niveau-là et surtout les prochaines annonces qui sont extra sportives. Si on y va maintenant avec notre segment en temps additionnel, les gars, Jean, je veux t'entendre un peu sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Là, tu vois le Bayern éliminé. Tu vois... est-ce que les cycles... Tu vois Liverpool éliminé aussi. Est-ce que les cycles ont raccourci? En fait, du côté de Liverpool, là, je ne sais pas pour toi, mais j'ai de la difficulté à identifier quand le cycle a commencé pour vrai. Parce qu'à l'arrivée de Klopp, c'est comme si tout a tellement pris vite avec des jeunes joueurs qu'il a recrutés qui n'ont pas pris Trent Alexander-Arnold, par exemple. Il n'a pas pris 3 ans à s'installer. Ça a été bang. Non. Tout de suite. Andrew Robertson aussi. Mais est-ce que tu as l'impression que les cycles de succès, comme on l'avait vu à la fin des années 2008, 2012 du côté du Barça, il semble que ça, c'était un long cycle. Est-ce qu'ils ont raccourci maintenant? Ils ont raccourci. Ils ont raccourci fondamentalement parce que la réaction autour est beaucoup plus rapide. Et tu vois le temps que ça a pris, par exemple, pour que des clubs commencent un petit peu à s'ajuster au foot de Barcelone. Ça a pris 2, 3, 4 ans un petit peu pour qu'on commence à comprendre et analyser et être capable de le contrer finalement. Et clairement, ce que tu vois depuis, c'est que très peu de clubs sont capables de durer. Il y a une exception. Quelques clubs sont capables de durer 2 ans, 3 ans, mais très, très, très vite, la concurrence les rattrape et est capable de trouver des solutions ou de faire la même chose un petit peu mieux. Clairement, là, tu vois des clubs qui pressent vraiment bien, des clubs qui sont capables de sortir du pressing, des clubs qui sont capables de presser encore plus fort. Il y a une surenchère, quelque part, dans une augmentation continuelle du niveau. Il est très, très dur pour un club qui a atteint certains standards de les maintenir face à une concurrence qui n'arrête pas. Je dis qu'il y a une exception, c'est le Real Madrid, parce que ce qu'on voit depuis 6-7 ans maintenant, c'est quand même assez impressionnant, avec sensiblement un noyau de joueurs qui a très, très peu bougé. On va y revenir un petit peu plus tard.
Mais oui, les cycles sont un peu plus courts. Et ça pose des questions. C'est que là, éliminé en quart pour les deux derniers champions, Bayern et Liverpool, tu dis, OK, il y a des questions à poser. Est-ce que tu vas continuer de la même façon côté Bayern, sachant que tu as quelques cadres qui sont quand même, je dis pas qu'ils sont à mettre de côté, mais il est certain qu'il va être de plus en plus difficile pour des gars comme Müller, Lewandowski, éventuellement même Neuer, Boateng, de faire le même travail à la saison longue, complètement. Donc, il va falloir penser à une évolution à nouveau dans l'effectif. Du côté de Liverpool, il va y avoir des questions de la même façon. Tu vois un gars comme Milner qui a été essentiel à une certaine époque. Tu vois que cette année, il est encore là, mais il joue beaucoup moins. Donc, il y a forcément un mouvement qu'il va falloir prévoir. L'élimination en quart de finale pour Liverpool, est-ce que Mohamed Salah va rester? Parce que là, ça fait partie des discussions qu'on entend de plus en plus pointues depuis un mois ou deux. Donc là, il y a un questionnement qui va arriver sur les deux. Et pendant ce temps-là, clairement, tu vois que d'autres continuent d'avancer vite. Regarde Chelsea, ils avancent très très vite en ce moment. Paris, là aussi, ça va être un autre élément de discussion. Mais ouais, il faut être capable de réagir super vite et d'être capable surtout d'être capable de faire des plans sur court terme, du 1 an, 3 ans, sur du moyen terme pour être capable de durer. Et on voit actuellement la difficulté de durer au très très haut niveau. Je veux entendre Sid là-dessus, mais très rapidement, Jean, tu viens d'ouvrir la porte sur Mohamed Salah, tu le verrais débarquer où? Clairement, tout le monde parle de lui au Real Madrid. Je ne sais pas si c'est la meilleure destination et je suis persuadé qu'il y a d'autres possibilités. Beaucoup de choses vont dépendre d'un certain nombre de transferts qui vont avoir lieu cette année. Et il est certain qu'on va reparler de Haaland. Clairement, on va parler de Lionel Messi. Et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se décoincer. Cristiano Ronaldo va être quelque part dans la sphère aussi. Donc, il va falloir voir un petit peu ce qui va se passer et tout. Actuellement, c'est encore trop tôt, mais je ne serais pas surpris que Salah parte en Espagne, par exemple. Sid, pour revenir à cette capacité qu'ont les autres équipes, on parle là en ce moment, mais de Liverpool, du Bayern, mais ça s'applique à n'importe quelle équipe qui est dominante pendant une certaine période de temps. La capacité qu'ont les équipes à s'ajuster plus rapidement, t'évalues ça, t'expliques ça comment? Est-ce que c'est le nouveau data? Parce que le défi des clubs, je prends la MLS par exemple, on n'arrête pas de parler qu'on récolte du data, mais on n'a pas les ressources pour les traiter, ces données-là, les analyser comme il faut, puis les utiliser pour notre bénéfice. En Europe, quand tu es les plus grands clubs, ben, tu as le personnel pour faire ça. Tu as les scientifiques dans leur bureau qui sont capables de te faire des rapports, puis tu peux les utiliser concrètement sur le terrain. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les entraîneurs qui sont peut-être plus scolaires puis qui trouvent des solutions plus rapidement? Est-ce que c'est la capacité physique des joueurs à tenir puis à contrer des équipes comme celle-là? Tu l'expliques comment? Les entraîneurs aussi, beaucoup. Les entraîneurs, il y a parfois une forme de lassitude. Je pense que on parle très souvent des Wenger et des Ferguson, mais je pense que c'est plus possible. C'est plus possible d'avoir des entraîneurs qui s'inscrivent sur du long terme, voire même moyen terme. On l'a vu avec Tuchel en 2 ans et demi, il était plus capable d'être au Paris Saint-Germain. À chaque conférence de presse, on sentait vraiment une exaspération, et on voit qu'avec certains présidents qui ont la mèche courte et des entraîneurs qui sont aussi peut-être de plus en plus exigeants et capables de décider de leur futur, que tout se raccourcit. Oui, il y a des évolutions qui se font au niveau des adversaires, certainement, mais je crois qu'un autre paramètre aussi, c'est nos propres standards. Quand je dis nous, je parle, on va dire, des médias et aussi des supporters. Jusqu'à preuve du contraire, ces équipes-là restent des équipes qui sont très dominantes.
Il y a personne qui ne mettra pas Liverpool dans les favoris pour remporter la Première Ligue l'an prochain. Bayern est à 5 points ou à 6 points de Leipzig, qui va remporter sûrement la Bundesliga. Barça est dans la course au titre aussi, à 2 points de l'Atlético, il me semble, et a remporté peut-être 4 des 6 derniers titres de Liga. Donc, c'est aussi qu'est-ce que on fait d'un ou 2 matchs dans l'année, et parfois même d'une saison. Il faut prendre ces saisons-là dans les ensembles, et je pense que c'est là où c'est parfois un peu compliqué, parce qu'on tire des conclusions très fortes de matchs, et on le fait aussi. Un autre exemple que je mets là, c'est aussi en Coupe du Monde. C'est fou, dire, en quelques matchs, tout d'un coup, il y a des tendances très lourdes qui sont tirées de comment il faut jouer, comment il faut gagner, qui est un flop, qui est un top. Donc bon, c'est le foot, hein, c'est ça aussi. Mais quand on prend un peu de recul sur ces équipes-là, elles restent dominantes. Ça se joue parfois à rien, à un poteau, un arrêt, à quelque chose, un absent, un carton jaune. Mais je suis quand même confiant de ce groupe-là, de toujours être présent l'an prochain. Ouais, c'est le syndrome Karel Poborski, qui avait eu un Euro 96 extraordinaire, s'est ramassé à Manchester United par la suite, puis ça a été pas mal moins excitant que son Euro à Karel Poborski. Quelle coupe de cheveux d'ailleurs, extraordinaire. On ne va pas s'étendre là-dessus, parce que si on veut repasser en revue des coupes de cheveux mémorables, on en aurait pour un bout de temps. On salue M. Lechkov et sa tête plongeante en 94 avec la Bulgarie. Si j'avais les cheveux un petit peu plus longs, je ressemblerais pas mal à M. Lechkov. Juste pour conclure là-dessus, Sid, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux entraîneurs qui sont dans ces clubs-là, qui ont un gros cycle, parce que ça rejoint ce que Jean disait tout à l'heure. Zinedine Zidane, il est juste d'une autre planète, lui, en termes de pression qu'il a vécu dans sa carrière. Il y avait la pression de toute une nation sur ses épaules. C'était la même chose en club. Bon, je comprends qu'il est parti, mais il est revenu quand même assez rapidement. Et lui, il est capable d'emmagasiner puis de prendre un poids que d'autres sont probablement pas capables, parce qu'ils n'ont pas vécu la vie d'athlète ou la vie personnelle de Zizou. Donc, commentaire super intéressant à ce niveau-là. Sid, maintenant, quand on regarde les demi-finales, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea. La première chose qui te saute aux yeux, c'est quoi? Est-ce qu'on s'entend que Chelsea, c'est l'équipe de loin qui est négligée dans ces 4-là? Moi, la première chose qui me saute aux yeux, c'est l'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est vraiment c'est peut-être les 4 équipes du foot business, du foot moderne, de tout ce que beaucoup de gens détestent dans le football, mais à la fois que beaucoup de gens aiment. Donc c'est très paradoxal, mais c'est l'argent. C'est les Émirats Arabes Unis, c'est le Qatar, c'est le Real et ses connexions en Arabie Saoudite, c'est les pétrodollars russes. C'est l'argent que je vois. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est vrai que quand même ça frappe de voir à quel point ce sont des équipes qui sont très dans leur dans leur modèle d'affaires. Sinon, oui, pour revenir au jeu, effectivement, Chelsea est un petit peu l'invité surprise, même s'ils avaient survolé quand même la campagne de groupe à l'époque sous Lampard, mais des tirages favorables avec une contre-performance d'Atletico, puis un Porto qui était un petit peu trop décimé, les rangs en demi-finale un petit peu comme ça, sans qu'on les attende. Le Real Madrid qui se montre en très grand favori dans le contenu, dans le jeu. Puis de l'autre côté, on a 2 équipes qui ont besoin justement d'écrire leur histoire avec une autre première accession en demi-finale pour Pep, qui a échoué 3 fois en quart de finale avant ça, et pour le Paris Saint-Germain, une forme de confirmation de la campagne précédente, et 2 équipes qui ne rechignent pas dans les moyens pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Donc non, ça nous fait quand même 2 belles affiches, quasiment dans tous les cas. D'ailleurs, Real et Chelsea sont quasiment jamais rencontrés. La seule fois qu'ils se sont rencontrés, c'est il y a en 1970. C'est drôle quand même, des équipes qui ont quand même dominé pas mal dans les 10 dernières années. Donc oui, non, ce sont les belles affiches. J'ai hâte de voir ça le 27 avril. Je pense que ça commence. Puis je pense qu'il y aura, il y a des très belles histoires, des très 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 belles sous-histoires entre Pochettino, Tuchel, Guardiola, Zidane. Donc très intéressant tout ça. Jean, tu as une mémoire surhumaine dans ces dossiers-là. Donc là, je te pogne flat foot. Tu as le droit de répondre, j'en ai aucune idée. Mais mettons là, qu'on avait eu à mettre la table en 1970 pour un Chelsea-Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Tu nous aurais parlé de quoi ou de qui?
Oui. Euh, Puis je te dis, tu as le droit, là, je suis très conscient. Les gens qui nous écoutaient en ce moment, à la maison, en faisant votre jogging ou en voiture, ça, c'était pas dans nos sujets. Je suis vraiment en train de prendre Jean flat-foot, mais vous savez quoi? Je sais qu'il aime ces défis-là, donc je le lance quand même un peu. Chelsea, je t'avoue que Chelsea, je serais dans le jus de te parler vraiment Ben, de le Real, dans ce Chelsea de cas-là. l'époque. Santillana qui était un attaquant vraiment. Mais le Real était dans, pas dire un creux, mais clairement moins fort qu'il ne l'avait été auparavant. C'est l'époque où tu vois l'Atlético arriver, tu vois le Barcelone, le Barça qui va là, première moitié des années 70, c'est le Barça qui est dans une transition et qui va amener Hannes Mitchell et puis le football total, Cruyff, etc. Mais le Real, ils sont en demi-finale en 73 et ils sont éliminés par l'Ajax, justement. C'est pas une équipe qui reste vraiment dans les mémoires, non. Non. Bon, moi, ce que je retiens de tout ça, Jean, c'est que j'aurais été très satisfait de ton travail. J'aurais juste choisi de te déléguer, de te dispatcher en bon français vers l'Espagne plutôt que l'Angleterre. J'aurais envoyé Sid faire un tour à Londres, puis vous auriez offert des papiers extraordinaires, puis vous auriez été en mesure de mettre la table de manière phénoménale pour ce duel-là. Déjà capable de nous expliquer ce qui se passe en Ligue des Champions en 1973, en Coupe d'Europe en 1973. Déjà là, écoute, tu dépasses largement mes attentes, Jean. Comme tu l'avais déjà fait quand je t'avais reçu à la radio, que tu avais commencé à me faire le 11 de départ de l'Ajax dans les années 70 aussi. Je te dis, tu as une mémoire surhumaine, puis merci d'en faire la démonstration encore une fois. Juste pour conclure là-dessus, Jean, toi, City PSG, tu vois quoi comme demi-finale là-dedans? T'anticipes quoi comme type d'aller-retour? Dans le jeu, je pense que ça va pas être si différent de ce que de Bayern PSG finalement. Et même à certains points City Dortmund, c'est-à-dire clairement City qui va essayer d'imposer un jeu de possession assez haut, de mouvement, de permutation classique, si tu veux, d'autant plus que actuellement, la façon dont ils jouent sans pointe, hein, sans Agüero ou Gabriel Jesus, fait qu'ils ont. J'entendais un faux neuf. Ils ont plusieurs faux neufs parce qu'à un moment, c'est Foden qui prend la place, à un moment, c'est De Bruyne, à côté, à un moment, c'est Mahrez. Hein, c'est vraiment du mouvement permanent. Sterling, d'ailleurs, qui est un petit peu mis de côté là, en ce moment, pourrait très bien avoir sa place. Et Paris, tu vois bien qu'ils ont volontairement et clairement sur les deux matchs accepté la pression très très haute du Bayern. Et tu as vu le risque qu'ils prenaient dans leur relance. Et il ne peut pas dire que c'est parce qu'ils étaient pressés par le Bayern, ils ont clairement accepté et demandé à ce que le Bayern vienne les presser. Comme ça, avec un mouvement au milieu de terrain. Et oui, parce qu'on va revenir forcément sur ces deux matchs sur Neymar, Mbappé, parce que ils sont de l'autre côté, ils sont à l'aboutissement du travail. Mais pour créer ça, il y a du mouvement. Il y a vraiment eu de la disponibilité et continuellement des échanges, des permutations là aussi entre milieux défenseurs, continuellement des gens qui bougeaient pour essayer de se sortir du pressing, arriver. Et c'était vraiment voulu pour essayer d'ouvrir quelque chose au milieu de terrain avec des joueurs qui venaient prendre des espaces au milieu de terrain et tout de suite être capable de lancer vers l'avant. C'est là que tu vois l'importance de gars relais comme Paredes, comme Di Maria. Draxler a eu un rôle important aussi, lui qui était un petit peu dans une zone où qu'est-ce qu'il foutait Draxler au PSG à un moment, on se posait la question. Là, tu vois qu'il y a quand même un certain sens, même si dans cette galaxie-là, c'est très difficile de lui trouver une place. Mais ponctuellement, ouais. Donc, je m'attends un petit peu à des composants sensiblement les mêmes. Manchester City a trouvé une nouvelle identité. Paris aussi, hein, sur ce match-là face au Bayern. À mon avis, les deux ont franchi un palier. Si tu as trouvé une autre identité, je pense que là, ça y est, ils ont été longtemps un petit peu... Il y a eu le boulet, toute une période où c'était encore David Silva, Yaya Touré,
qui étaient un petit peu les joueurs fondamentaux de cette équipe-là. Là, maintenant, c'est l'équipe de Kevin De Bruyne, clairement. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, tu vois que lui, il a pris vraiment du volume et qu'autour, ça se met au diapason. Gundogan connaît une saison fantastique, Foden connaît une saison fantastique, Mahrez est beaucoup plus efficace. Enfin, derrière, Stones, Ruben Dias, etc., sont beaucoup plus solides. Donc, je m'attends à un City dominant et un PSG voulant absolument, je dirais, les attirer pour mieux exploiter des espaces et partir rapidement en attaque. Ouais, et moi, ce que je retiens, les gars, c'est que c'est un moment charnière dans ma relation avec le Paris Saint-Germain parce qu'un succès, en fait, une finale face au Bayern l'année passée et là, une présence en finale déjà. Je comprends que ça a été une défaite, mais quand même une présence en finale l'an dernier. Après tous les problèmes de ronde des 16 qu'ils ont vécu lors des années précédentes et là, un succès face au Bayern encore une fois, une place dans le carré d'as. Officiellement, je suis obligé de dire que j'ai une grosse part de cynisme qui est là depuis longtemps. Une part de cynisme qui était importante face au Paris Saint-Germain, qui vient de s'estomper. Voilà, Paris, vous avez fait une grosse job pour changer ma perception. Maintenant, faites-moi pas regretter ça en demi-finale, s'il vous plaît. Passez à travers Manchester City et on va être en business. Sid, on va y aller avec les sujets chauds maintenant, si tu le permets. On commence avec une question de Mathieu Tremblay qui nous ramène dans le giron du CF Montréal en nous disant « Bon, il faut qu'on en parle. Bjorn Johnson, over ou under 12,5 buts cette saison en MLS? » Mathieu continue en disant « Non, mais sérieusement, j'ai le goût de l'aimer et d'y croire. Je trouve qu'il a tout pour réussir en MLS. Peut-il s'installer à Montréal, ce grand voyageur? » Écoute, c'est difficile les over-under si on n'a pas tous les paramètres, notamment pour les attaquants. Est-ce qu'ils tirent les penalties? Donc j'ai envie de dire under parce que je pense que c'est Kyoto qui va prendre les penalties, sachant que parfois ils étaient un peu chamaillés avec Taider pour ça. Donc j'ai envie de dire under, mais j'espère pour lui entre 8 et 10 buts, c'est quand même faisable, donc 10 buts dans le jeu. Mais s'il tire les penalties, je pense que ouais, il peut aller chercher le 12 buts. Bon, malgré que voilà, il y aura quand même de la concurrence. Je pense que peut-être que bon, Kyoto, on le chip à l'aile tout de suite, mais peut-être que l'avant-centre, ce sera toujours lui jusqu'à preuve du contraire. On a un Mason Toye qui a quand même bien fait dans les matchs préparatoires, qui peut maintenant, en ayant une préparation complète, donner peut-être plus la mesure de son talent. Mais oui, je vois ce qu'il veut dire par rapport à Johnson, qui a une personnalité assez rayonnante et tu as le goût de le voir réussir. Je partage vraiment l'avis de Mathieu. Je suis dans le même bateau. Maintenant, plus de 12 buts et demi, c'est compliqué. Sans les penalties, première saison, je sais pas. Non, mais là, plus que 12 buts et demi, tu te rapproches des chiffres de Nacho Piatti. Oui, après lui, c'est son rôle de marquer des buts. Oui, je sais, mais c'est ça mon point. Là, si on a ces... Pour moi, 12,5, là, écoute, le champagne et toutes les bouteilles de champagne de la ville de Montréal pop en même temps si Bjorn Johnson marque 13 buts cette année. Là où je te rejoins, puis je reviens à tes commentaires d'il y a quelques semaines, Sid, quand on demandait Romel Kyoto, est-ce qu'il va être aussi dominant que l'année passée, puis tu as dit, à quelque part, il va avoir moins de responsabilités, ce qui peut le rendre aussi influent que l'an dernier. Parce que si c'est le seul gars à surveiller, le mot va s'être passé à travers la Ligue. Surveille Romel Kyoto, puis qui va prendre le relais? L'année passée, tu te retournais, puis tu avais qui? Tu avais Maxi Urruti. Puis tu disais, tu sais quoi? C'est correct, tu peux relaxer le marquage sur lui, viens m'aider, on va se mettre 2 sur Romel parce que l'autre, il ne marquera pas de toute façon. C'est ça la dynamique qui change cette année. Si Kyoto en marque 8, en marque 10, puis que tu as Bjorn Johnson qui en marque 8, 10, lui aussi, un Lassi Lapalainen qui débarque, un Mason Toye sur qui Wilfried Nancy semble avoir fait un travail intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ses commentaires cette semaine quand Nancy a dit « On s'est assis avec Toye pour mieux le découvrir. On s'est rendu compte que c'est un gars perfectionniste, trop perfectionniste. Il veut trop en faire. Il s'en met tellement sur les épaules que ça le menotte. On lui a enlevé un peu de cette pression-là pour qu'il se concentre sur les bonnes choses. Là, c'est un très, très petit échantillon, j'en conviens. Ce match-là, le dimanche dernier, face aux Rowdies de Tampa Bay, il a quand même marqué 2 fois, puis il a offert une passe décisive. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai vu ces nouvelles-là passer sur Twitter, j'ai dit « Oh boy! »
OK, 2 buts pour Mason Toy, good job. Je ne suis pas en train de m'exciter, mais si tout le monde est capable de contribuer davantage, un 10 buts pour Bjorn Johnson, je pense que ça pourrait être un succès retentissant si ça s'inscrit dans une contribution de plus de joueurs plutôt que juste dire Hey, Rommel, vamos, c'est toi qui nous règle ça, mon ami. Donc, à surveiller. Moi aussi, tiens, je vais me mouiller, Sid, avec toi. Under 12,5, même s'il prenait les pénaltys, je reste quand même à under 12,5. Jean, la prochaine question vient du Dr. Foot. Là, on est encore en MLS, mais on passe du côté rouge de la frontière, on va l'appeler comme ça. Le Toronto FC B qui passe face à Léon en Ligue des Champions. Léon qui est un club mexicain, on le rappelle. Est-ce que c'est un signe que les clubs MLS progressent ou est-ce que c'est un signe que les clubs mexicains, eux, régressent? Non, je crois qu'il faut reprendre cet affrontement-là uniquement à sa valeur absolue. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, on voit clairement qu'il y a que l'écart entre les deux est réduit, que les clubs de MLS progressent régulièrement et qu'ils viennent les titiller sans arriver à gagner la Ligue des Champions, mais on voit assez clairement qu'ils s'en rapprochent, qu'ils sont capables d'éliminer assez régulièrement des clubs de Liga MX sur le chemin. Dans le cas précis de Toronto contre Léon, tu as Toronto qui a quand même maintenant une certaine expérience de ces mêmes, sans avoir sa meilleure équipe, mais qui a quand même une certaine expérience de l'événement, qui a un niveau de jeu quand même qui est acquis, face à une équipe qui découvre ça. Léon n'est certainement pas l'une des meilleures équipes mexicaines actuellement, qui a fait une très bonne saison, mais qui est loin du niveau d'un Cruz Azul, d'América, etc. Donc tu penses qu'une des 5 meilleures équipes de MLS est certainement capable de battre une des 6-7e actuellement en Liga MX. Je pense que ça, c'est dans la progression et c'est dans la logique complètement de ce qui se passe actuellement en CONCACAF. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut faire attention à ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Tu ne compares pas le Toronto FC au FC Cincinnati, puis tu ne peux pas comparer tous les clubs mexicains entre eux. Ce qui me vient en tête, c'est la Liga espagnole, par exemple. Est-ce que quand tu rencontres un Valence ou un Séville, par exemple, qui se qualifie pour la Ligue des Champions, tu perçois ça comme étant un club espagnol à la hauteur de l'Atlético, du Barça ou du Real? Non, il y a une coche entre les tops des tops. Les clubs dont tu as parlé tout à l'heure, on peut mettre Tigres là-dedans aussi, je pense, qui a été franchement dominant. Yeah. Mais après, c'est vrai que tu descends d'une coche, puis Léon en est peut-être un bon exemple. Sid, on y va avec Mathieu Lapierre parlant de mettre dans le même bateau. Allons-y avec sa question à lui. Après le résultat du Paris Saint-Germain contre le Bayern, est-ce que Paris permettra au foot français et à la Ligue 1 de briller en remportant la Ligue des Champions? D'abord, il y a une sous-question là-dedans, là, puis il faut s'entendre là-dessus avant de répondre à la question en soi. Est-ce que le Paris Saint-Germain, c'est le foot français? Est-ce qu'on peut faire cette relation-là, cette équation-là? Si le PSG a du succès, ça veut dire que le foot français brille ou a du succès aussi? C'est compliqué. C'est vrai que... C'est pour ça que je te pose la question. Je le sais que c'est compliqué. Tu auras remarqué que je n'ai pas avancé ma réponse à moi. Je te laisse te mouiller en premier. Non, c'est compliqué parce qu'effectivement, le noyau des joueurs du Paris Saint-Germain ne sont pas français, mais en même temps, c'est le cas pour le Manchester City, dont le noyau n'est pas anglais, et donc c'est aussi le cas pour le Real Madrid aussi en ce moment. Donc c'est compliqué, mais je comprends un peu ce lien ce détachement qui est fait entre le PSG et la Ligue 1, mais qui est peut-être moins dû au Paris Saint-Germain plutôt qu'aux résultats des autres équipes françaises. Exact. Donc là, on a Marseille ça a été très compliqué pour eux en phase de qualification. On a Lille qui s'est fait sortir par l'Ajax en Europa League. On a Rennes qui a pas fait un tour non plus. Donc je pense que le problème de la Ligue 1, le manque de résultats constants des équipes de Ligue 1 fait en sorte que on a tendance à ne pas mettre PSG dans
dans le même bateau. Alors que bon, c'est complètement faux. On a aussi Lyon qui a sorti Manchester City. On a aussi Mbappé et Monaco qui ont fait une finale il y a 3 ans. Il y a des très bons résultats aussi de certaines équipes, mais je pense qu'il y a un manque de constance globale qui fait qu'on a des commentaires comme celui de Jamie Carragher qui dit que Mbappé et Neymar n'ont rien à faire en Ligue 1. C'est un championnat médiocre. Ils ne doivent pas jouer dans ce championnat-là. Et bon, ça fait beaucoup jaser sur le plateau des collègues de BT Sport. Mais je comprends un peu ce lien-là. Et c'est pour ça que même une victoire du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça en dirait sur la Ligue 1? Je pense qu'ils vont rester à leur place, à cette place de 5e championnat et demi, toujours un peu plus au-dessus du Portugal, toujours au-dessus de la Ligue belge et hollandaise. Mais ça prendra plus des clubs. Sachant que la difficulté encore de la Ligue 1, c'est que c'est aussi le plus gros bassin exportateur de joueurs. C'est aussi l'équipe de France qui est aussi dominante. Et donc, c'est tellement spécial parce qu'on a une équipe de France dominante, on a des joueurs français qui réussissent partout en Europe. On a le PSG qui est quand même un bon porte-étendard, mais on n'a pas assez de stabilité au niveau des autres clubs de Ligue 1 comme on aura en Espagne, où on a toujours Séville, Valence, qui vont se chercher des résultats. L'Angleterre, on n'en parle même pas, on est maintenant rendu à un Big 8. Donc c'est ça un petit peu. Mais ces procès-là sont compliqués. Hein. Je veux dire, les équipes italiennes sont absentes là, de toutes les compétitions. Qu'est-ce que ça veut dire sur la Serie A? Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, toi, tu es toujours en train de mettre le feu. Là, je suis en train de me concentrer sur ce qui se passe du côté de la France. Tu es en train de poigner tous les Italiens puis de les ramener dans cette conversation-là. Garde ça pour la semaine prochaine, veux-tu? Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais les mêmes propos. Quand on a vu Lyon avoir un beau parcours, on posait la même question. Est-ce que c'est la résurgence du foot français? Puis je disais, on répondra oui à ça si ça se reproduit, puis on voit qu'il y a un effet boule de neige, puis je suis désolé, cet effet boule de neige-là, on ne le voit pas. Même chose pour l'Ajax, qui a eu un parcours extraordinaire, mais est-ce que c'était le soccer hollandais, néerlandais, ou c'était une génération d'exception à l'Ajax qui a fait un super travail de formation? Moi, je pense que c'est davantage le deuxième scénario. Et ce que je retiens aussi de tes commentaires, je trouve ça fascinant quand tu parles. La vocation de la plupart des clubs français, c'est de faire de l'export. Tu formes et t'exportes, tu ramasses l'argent. Paris Saint-Germain, c'est le contraire. C'est pour ça que, pour moi, tu ne peux pas dire que les succès de Paris représentent un succès du foot français parce qu'il opère carrément à l'envers de la vocation d'une ligue qui devrait être, en fait, célébrée, saluée pour ce travail-là. C'est un vivier exceptionnel. Mais étant donné qu'on essaie d'avoir une conversation Lyon-Chelsea, c'est là où on fait fausse route à quelque part. Parce que si ce n'était pas de la Ligue 1, un paquet de clubs partout sur la planète qui seraient dans le gros trouble parce que qui s'occuperait de former ces joueurs-là? Mais c'est quand on arrive avec une équipe du PSG qui, là, tout d'un coup, dit « Ouais, ce mode de fonctionnement-là, peut-être qu'on pourrait le revoir, injecter un paquet de cash, faire venir des Gigi Buffon, des Neymar, payer 220 millions d'euros. » Puis là, t'es Rennes, t'es Ajaccio, t'es Valenciennes, t'es le Stade de Reims, t'es Saint-Étienne, tu dis, OK, on va essayer de vous rattraper. On se reparlera dans quelques années. Bref, un sujet intéressant, puis Sid, laisse la Serie A de côté, s'il te plaît. On va gérer ça une autre semaine si ça ne te dérange pas. Jean, on termine avec la question du staff. Après la victoire du Canada chez les dames contre l'Angleterre, est-ce qu'on peut espérer un rôle important pour Evelyne Viens à Tokyo lors des Jeux olympiques? Victoire de 3-0 du Canada face au Pays de Galles où Evelyne a marqué son premier but. Quelques jours plus tard, victoire de 2-0 qui a dû faire bien plaisir à Bev Priestman, qui est l'ex-adjointe en équipe nationale anglaise. Donc, victoire face aux Lions 2-0 où Evelyne a marqué dans un deuxième match de suite. Là, il y a quelques semaines, on se demandait est-ce qu'elle va faire partie du groupe à Tokyo? Là, la question, c'est quel rôle on va lui donner à Tokyo? Parce que je n'ai pas l'impression qu'elle s'en va là pour être passagère. Non, clairement, ce qu'on voit là, c'est que, on est dans une période encore encore où on voit un petit peu certaines mises en place. Il n'y a pas de place... il n'y a pas un 11 de départ qui me semble complètement défini. Non. Et elle a très clairement montré qu'elle était plus que candidate, c'est certain. Maintenant, on est dans une
période intéressante parce que là, on voit une nouvelle étape. Oui, tu te rappelles les discussions qu'on avait au moment de la Coupe du Monde, le Canada qui traînait un petit peu avec Christine Sinclair, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Est-ce que c'est un peu la dernière compétition, puis après, il faut passer à autre chose? Elle est toujours là, c'est clair. Mais clairement, ce qu'on voit là maintenant, c'est que toutes les joueuses qui l'entouraient, Thomas, Prince, Becky, sont titulaires. Mhm. Elles ne sont plus là elles sont plus là en complément de Sinclair et de l'équipe de cette époque-là. Elles sont là comme titulaires. Sinclair venant ponctuellement, elle, bonifier ça. Donc c'est un nouveau visage. Et dedans, il y a Evelyne Viens, il y a plusieurs joueuses qui sont en train de s'installer. Et il y a clairement une évolution qui est faite. Beth Friesman, qui qui était avec l'Angleterre comme adjointe de Neville, mais qui était avant avec le Canada, parce qu'elle a travaillé Oui, avec John Hodgman exact. pendant un certain temps. Revient donc, elle connaît bien les joueuses de l'équipe A, mais aussi celles qui, à l'époque, étaient aux portes de l'équipe A. Donc, il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense que, ouais, d'une façon générale, on est en train d'avoir une équipe qui prend vraiment un nouveau visage, clairement rajeuni et clairement beaucoup plus qui est en train vraiment de franchir un nouveau palier. Et dans le cas de Evlivia, pour répondre exactement à ta question, ouais, je pense qu'elle, on va la voir à Tokyo et certainement dans un groupe réduit de joueuses capables d'être titulaires. Oui, et on rappelle qu'il y a quelques semaines à peine, Evelyne Viens avait jamais enfilé le maillot de l'équipe Non? nationale. Et là, je ne parle pas seulement des seniors, je parle des équipes de jeunes aussi. Elle qui a eu une carrière phénoménale dans le NCAA aux États-Unis et avant de signer chez les professionnels, est allée faire un tour du côté du Paris FC également dernièrement, a connu du succès là-bas aussi. On lui en souhaite énormément pour le reste de sa carrière, qui débute à peine avec l'équipe nationale du Canada. Elle qui m'avait dit il y a quelque temps, ben moi, mes objectifs en équipe nationale, c'est de faire partie de l'équipe, mais de marquer pour aider l'équipe à gagner. Je lui avais demandé, là, es-tu en train de me dire que tu veux remplacer Kristen Sinclair? Elle m'avait certainement pas dit oui. Ça aurait été beaucoup trop prétentieux de sa part, surtout puisqu'elle n'avait pas joué un match avec l'équipe nationale à ce moment-là. Mais juste pour vous partager un peu sa psychologie, elle m'avait pas dit non non plus. Je pense que ça montre l'ambition et l'absence de barrière qu'Evelyne Viens voit devant elle quand elle a des défis à surmonter. On lui souhaite tout le meilleur à elle, Bev Priestman et tout le reste de l'équipe nationale canadienne. Les gars, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup, toujours un plaisir. Merci Merci, beaucoup. merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous avoir posé vos questions sur Twitter, hashtag LDSF. Continuez de le faire comme à toutes les semaines et continuez de partager le contenu rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.